Bonsoir à tous, je m'appelle Serge Alain Autour, c'était plutôt l'histoire de la géographie plutôt que le français. Bonsoir, bienvenue à ce décryptage quotidien de l'actualité de 19h, de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Sauf qui peut, en début de soirée dans la salle d'audience du tribunal de première instance de Bonanjo, Douala, après que la police et la gendarmerie aient décidé de charger les nombreux avocats mobilisés depuis la matinée par solidarité à leurs collègues maître Wantongeko Augustin et Djouko Christelle, les deux avocats au barreau du Cameroun, accusés d'outrage à magistrat et d'escroquerie, ont été déférés à la prison centrale de Douala lundi dernier. Près d'une centaine d'avocats se sont ainsi mobilisés hier à Bonanjo pour plaider leur libération provisoire. Ils se sont même portés garant pour cette liberté provisoire. Mais le juge va décider autrement en mettant l'affaire en délibéré pour le 25 novembre 2020. C'est ce retour à la case prison pour les deux confrères qui ne sera pas du goût des avocats mobilisés pour la cause. Ils vont manifester leur mécontentement en refusant de quitter la salle d'audience. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la très grande édition d'information du journal le plus attendu de la planète. Il sera présenté par Cédric Noufelet tout de suite après le débrief du journal. Et tout de suite, j'espère que vous êtes là, le fait du jour. Violence sur avocat, comment comprendre? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité, bien évidemment, en plateau, des avocats. Bonsoir, maître Achille Lodjo. Bonsoir, mon cher Frédéric. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir à tous les fidèles de ce programme qui nous regardent actuellement. Permettez que je passe des salutations militantes au maire de la commune de Montbord, qui fait beaucoup de bien pour les habitants de cette municipalité. Maire SDF? Oui, maire SDF, okay. Janvier Koundé. Et je passe aussi mes civilités au procureur de la République, le procureur général, près la cour d'appel du littoral. Voilà. Bonsoir, Barista Tamfou. Good evening. Good evening, Serge Alain. Good evening to my colleagues. And good evening to all the numerous viewers of Equinox TV, and also good evening to all Cameroonians. You permit me to use your forum to continue to extend my sympathy and condolences to all people who are losing loved ones in the Northwest and in the Southwest with respect to the ongoing crisis, and all those who are victims, all the Cameroonians who are victims of gross violations of human rights. It is surprising. It's even abominable that in a civil society like us, you as a Cameroonian, you can't find yourself secured. It's regrettable because at all the levels, human rights have been violated. I use the forum to extend my sympathy. Ok. On va revenir. Hein? Je vous vois noir ce soir. Exactly. Voilà. Bonsoir, maître Augustin Kefak. Serge Alain, bonsoir. Un bonsoir particulier à nos deux confrères qui sont à Nebel, à la prison centrale de Nebel. Un bonsoir particulier à tous les confrères qui ont été blessés par l'armée, par les gendarmes et les policiers dans la salle d'audience hier. Un bonsoir particulier à un homme qui à l'heure actuelle a son tympan cassé. Et j'utilise ce vocabulaire parce que je ne suis pas médecin. Son tympan est cassé, tout le monde l'a vu hier. Nous sommes peinés. Merci. Voilà. Bonsoir, maître Georges Teghem. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à vos téléspectateurs toujours aussi nombreux. Je saisis cette occasion pour également présenter ma sympathie avec les confrères qui sont malheureusement aujourd'hui détenus à la prison de Newbel. Je voudrais également souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui sont en ce moment dans une situation de détresse dans les hôpitaux. Je leur souhaite beaucoup de courage et j'espère que avec un peu de temps, ils retrouveront leur santé et que nous serons toujours ensemble. Ok. Je reste avec vous, maître Georges Teghem. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé hier, cette déferlante de violence sur vos confrères?
Est-ce ils menaçaient? Ils avaient des éléments qui pouvaient, par rapport, parce que Maître Méli parle de proportionnalité des opérations de maintien de l'ordre en dehors de toute nécessité, voire proportionnalité. C'est-à-dire que, est-ce que vos confrères représentaient une menace hier pour qu'ils subissent ce qu'ils ont subi hier? Écoutez, aucune violence n'est tolérable dans un état de droit comme le nôtre. Vous savez que je suis un partisan de la République exemplaire. Et vous savez très bien que pour moi, la République exemplaire est une œuvre difficile. Comme on dit, l'œuvre de construction a toujours été une œuvre très très difficile. En tout cas, elle n'est pas aisée. Je sais, je comprends, c'est douloureux, mais je garde la tête sur mes épaules. Je le regrette, je le déplore. C'est pas seulement à l'égard des confrères avec tout le monde. Aucune violence ne doit être acceptée dans un État qui se veut de droit comme le nôtre. Mais je continue à croire que nous devons tous continuer à travailler. Voyez-vous, Serge Alain, notre société a peut-être beaucoup avancé, mais nous tous, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, y compris moi, vous également. Vous vous souvenez, je ne vais pas vous rappeler, j'ai suivi l'autre jour une altercation, et au MMA Equinox a quelques difficultés. Vous vous souvenez, une dame qui est intervenue sur un plateau, ça fait jaser. Donc tout ça montre que nous avons une société à bâtir, et il faudrait que chacun intervienne avec beaucoup de responsabilités. Il faudrait que chacun y mette la main, il faudrait que chacun s'adapte à l'évolution de la société. Ce qui s'est passé effectivement il y a Douala Bonanjo, les confrères qui sont blessés, c'est regrettable. Ils n'ont pas besoin d'être avocats pour que je le dise, mais je pense que nous devons continuer chacun à son niveau à travailler. Félicitations pour vous étiez à Bonanjo hier. Est-ce que vos confrères représentaient une menace pour subir un tel assaut, on va le dire? Serge Alain, what transpired at the Court of First Instance Bonanjo is an abomination. You see, the courtroom is considered to be a sacred environment. That is the only place where lawyers can express themselves without any fear. But yesterday, the court premises at that time showed that the lawyer was in danger, even while in court. You will never hear that lawyers have gone maybe to military barracks and intimidate officers or gendarmes or police. You will never get that. The court remains a sacred sanctuary for lawyers. That is where we can speak and argue whatever thing. So just from the onset of the case, the presence of law enforcement officers to intimidate lawyers was already against our practices. We are the officers of justice. We are the prince of justice. If we lawyers, we cannot express ourselves before the courts in all liberty, then where can we talk? Because we have seen images where lawyers go to police stations, they are assaulted, beaten, dragged to the mud. It is not today. We have continuously decrying incidents where lawyers are brutalized, be it at the police, on streets, even in the court. It all started, we saw serious images in 2016 where lawyers were beaten simply because they tried to air an opinion. So to me, it's unacceptable. There is no justification of what happened yesterday. Law enforcement officers have no right to access our sacred environment and brutalize lawyers, fire guns, tear gas lawyers, beat them. It's an abomination, and there is no proper qualifications to what happened yesterday. Okay, a lawyer is beaten, meaning that the common citizen finds himself that there is nobody who can secure him, because the lawyer is like a medical doctor. When you are sick, you have recourse to a medical doctor. If a citizen has legal issues with the judiciary, the only person he can confine to is a lawyer. Now you, the lawyer, you are being beaten and threatened even in your own court. So to me, it's an abomination. Voilà, Maître Chilejo, d'abord pour vous, vous avez un sacré coup de gueule. Oui, c'est ce qui s'est passé. Justement, je pense qu'en prolégomène à mon propos tout à l'heure, quand j'ai adressé mes civilités au procureur général près la cour d'appel du littoral,
Donc on aurait cru que c'était de gaieté du cœur. Alors, comme l'a dit le précédent orateur, ce qui s'est passé hier, c'est une véritable abomination. Le tribunal, c'est un lieu sanctuarisé, c'est un lieu sacré. Et hier, ce lieu a été désacralisé. Et en 1942, en juillet 1942, il y avait un juif communiste, un résistant, le philosophe Valentin Feldman, qui, lors de son exécution, avait jeté ces mots au peloton d'exécution, je le cite, « Imbécile, c'est pour vous que je meurs. » Fin de citation. Alors, à ces magistrats, donneurs d'ordre pour venir jeter, tirer les bombes lacrymogènes sur les princes du palais, que sont les avocats, sur les défenseurs de la cause de la veuve, de l'orphelin, qui est l'avocat, à ces commandos de la police judiciaire du littoral, à ces commandos de la Légion de gendarmerie, de la 2e région de gendarmerie du littoral, alors je vous dis, imbécile, c'est pour vous que les avocats se battent. Alors, l'avocat ne se bat pas pour son propre chef. L'avocat se bat d'abord pour nous tous. Regardez comment est-ce que ces magistrats révoqués ou rétrogradés, ces policiers révoqués ou rétrogradés, regardez comment est-ce que l'avocat à qui ils ont recours se bat corps et âme pour que justice soit rendue. Aujourd'hui, c'est sur cet avocat qu'ils trouvent l'opportunité de venir faire étalage de leurs gros muscles. Moi, j'ai dit qu'en tant qu'avocat, cela ne devrait jamais se passer dans un état de droit. Le barreau du Cameroun doit absolument, je dis absolument, réagir. Nous ne pensons pas que, même si le président de la République est au courant, il doit être absolument... Vous parlez du barreau, maître Achille Ledjo, ça fait quand même, on va dire, bientôt 24 heures. Pourquoi le barreau reste silencieux? Non, une situation aussi... Le barreau a ses organes de communication, ils communiqueront en temps opportun. Ah, vous leur donnez du temps? Moi, je pense tout ça. Quand c'est le gouvernement, vous demandez qu'il réagisse tout de suite. Hein. Oui, bien sûr. Il y a ce qui s'est passé hier. Vous avez Maître Ngefak a parlé de... J'ai même vu un hier qui avait le bras complètement brûlé. Et vous pensez que ça doit attendre la sortie du barreau? Dans tous les cas, le barreau, c'est un corps qui est bien organisé. Nous avons des structures très fortes. Nous avons confiance en nos dirigeants, aux membres du Conseil de l'ordre. Aux dernières nouvelles, nos responsables sont dans la ville et sont en consultation véritablement avec ceux-là qui, je pourrais qualifier de donneurs d'ordre. Je voulais tout simplement avancer en disant, mon cher Serge Alantou, que véritablement, on assiste depuis un certain temps à la désacralisation de la fonction, de la profession de l'avocat. Bref, il est question de montrer au grand public que l'avocat n'est rien, alors qu'en réalité, c'est lui qui est le garant même de cette justice. Voyez-vous, j'ai toujours l'habitude de le dire, le besoin de sécurité crée l'État et l'État fait la sécurité. Et dans un état où il y a la sécurité, il y a absolument la justice pour réguler nos comportements dans la société. Et s'il n'y a pas des gens comme l'avocat pour permettre à ce que l'on reste campé sur ce que le législateur a décidé, bien évidemment, vous allez vous rendre compte qu'on risquerait de basculer dans une situation, dans une société où celui qui a le pouvoir est tenté d'en abuser. Pour rentrer dans les faits même, on ne peut pas discuter des faits ici là. Oui, on y voit parce que l'affaire est encore pendant. Oui, nous regardons la forme, nous interrogeons juste la forme. Voilà, non, nous restons, on dit violence sur avocat. Comment comprendre? Pourquoi c'est bien délimité. Hein? Voilà, justement. Voilà, merci. Oui, vous avez terminé?
Non, je peux revenir dans... Ok, Maître Guetta, pour vous, ce qui s'est passé hier au TPI. Ce qui s'est passé hier La violence d'abord. ne profite ni aux magistrats, encore moins aux avocats. Permettez, Maître Sira, dans une correspondance au ministre d'État garde des Sceaux, Laurent Issou, Oui, il demande qui en est le commanditaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot contre les avocats? Serge Alain, je me reprends. Oui. Comment comprendre? Ce que nous devons comprendre, c'est la banalisation de la violence au Cameroun. La violence a envahi les trois pouvoirs, que ce soit le pouvoir exécutif, que ce soit le pouvoir judiciaire, que ce soit le pouvoir législatif, enfin le pouvoir judiciaire. Le maître dans ces trois pouvoirs, c'est la violence. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça profite à qui? Ça ne profite plus à la République exemplaire en construction. Ça nous empêche d'atteindre même la République normale que nous sommes à la lisière, parce que nous ne va même pas dans la médiocrité. Ce qui s'est passé hier laisse à désirer et interpelle ceux qui résistaient encore à comprendre que ce pays est à refaire et à tous les niveaux. Et mon distingué confrère M. Tegem a bien dit que chacun devrait être responsable à son poste. Ce qui s'est passé hier démontre que tout le monde a démissionné de sa responsabilité et a rejeté le tort sur la hiérarchie qu'on ne connaît pas. Voyez-vous, Serge Alain, hier, le procureur de la République a démissionné de sa fonction, le juge a démissionné de sa fonction, parce que, voyez-vous, le grand maître, le patron du tribunal, c'était le juge. Il est parti, abandonnant tout le monde dans ce brouhaha, alors que la loi lui donne tous les éléments pour mettre de l'ordre dans la salle avant de partir. C'est lui qui assure la police d'audience. Il a mis fin à son audience. Les avocats ont crié, il a compris. Il est revenu, parce qu'il faut le préciser. Ensuite, il a manifesté sa colère, il est parti, abandonnant les êtres qu'il est supposé, en tout cas, qu'il a le devoir, en vertu de la loi, de protéger, de discipliner entre les mains de la police. Tout le monde a vu la police venir. Ce que nous disons, c'est très regrettable. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ce qui s'est passé hier, je ne sais pas si les autorités ordinales ont été reçues par les autorités judiciaires de la ville. Ce qui démontre qu'il y a un creux dans la maison commune qui est la maison de la justice entre les avocats et les magistrats. Ce qui s'est passé hier démontre que les états généraux de la justice doivent être impérativement convoqués. Ces gens-là, l'autre jour, c'était les anglophones. Le patron de la justice a dit que c'était des hors-la-loi. Nous avons plié notre petit doigt. Avant-hier, c'était notre consoeur Ndoki qui prenait une balle. Le garde de Sceaux a dit que c'était des activités politiques. Aujourd'hui que nous sommes dans l'exercice de ce que la loi nous confère, de l'unique chose qui nous revient, l'exercice de la profession, l'exercice du métier, dans la maison recommandée. J'attends, je vais écouter le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui nous dise en ce moment-là où est-ce que l'avocat devait s'exprimer. Parce que c'est ça la difficulté. Pourquoi le ministre a laissé faire? Le ministre d'État en plus a laissé faire parce que nous savons les comptes rendus remontaient à la seconde. Pourquoi ces bras séculaires ont laissé faire?
est-ce qu'il est devenu tellement si faible, si fragile, que la police a autorité sur lui? Nous avons peur. Il faut les états généraux de la justice pour régler toutes ces petites choses. La réalité, ces gens-là n'entrons pas dans le dossier parce qu'en entrant dans le dossier, nous ne nous en sortirons pas. Voyez-vous, j'ai plaidé le dossier hier. Moi, je m'attendais à répondre aux faits. Mais les 3 inculpés, les 3 prévenus ont plaidé non coupables. Ça veut dire, en premier, ils n'ont rien fait. Je ne peux pas deviner ce qu'il y a dans le dossier, parce qu'on n'est pas allé au fond. Il nous restait là, hier, uniquement à justifier que ces prévenus, les avocats que nous défendions, il faut le prévenir, nous étions au moins 300 en salle, chacun était prêt à dire, si c'est le lendemain, on les ramène. Alors, notre frère, notre soeur qui est la magistrature, refuse de dialoguer avec nous. Ne nous fait pas confiance. Est-ce qu'il est obligé, oui? Mais c'est la loi. La loi lui dit que dans ces circonstances, il doit tenir compte de ce que nous sommes d'abord des frères. Donc vous êtes des privilégiés? Non, comprenons-nous. Oui. En matière de demande de mise en liberté, Oui. ce qui est demandé au juge, ce n'est pas d'aller au fond du dossier. Je crois que c'est l'anglophone qui exprime cela mieux. The bail is free. Ce que le juge doit vérifier, c'est les garanties de représentation. Oui. D'abord, le magistrat, c'est le frère de l'avocat. C'est son frère. Si on parle comme au quartier, même père, même mère. C'est-à-dire, ils se connaissent. C'est pourquoi ils sont dans la même maison. Mais pourquoi le magistrat refuse de faire confiance à son frère? Alors qu'à la même audience, le même jour, le voisin de l'autre côté du fleuve, le magistrat préfère lui faire confiance. Il lui dit, va chez toi. Le jour où tu voudras, tu traverseras le fleuve et tu reviendras. Nous devons d'abord nous-mêmes nous interroger. Pourquoi mon frère magistrat refuse de me faire confiance et fait confiance aux voisins? Donc nous-mêmes, en interne, nous devons d'abord, en tant qu'avocats, nous polir, extirper la mauvaise graine dans la maison. Oui, et revenir à la justice les mains propres, afin que le magistrat nous fasse confiance. Et à l'inverse, de l'autre côté, il faut que le magistrat, qui comprenne qu'il n'attend que son salaire, s'il le comprenne, je crois que le problème de la justice sera réglé. Les problèmes de la justice seront réglés. C'est ce que je peux comprendre. Maître Jorteghem, ce qui s'est passé hier, selon les écrits de nos confrères, les magistrats, les avocats ont dit qu'ils avaient présenté assez de garanties pour demander une liberté provisoire pour leurs confrères, mais le magistrat n'a pas accédé à cette demande. C'est ça qui a provoqué un peu leur refus de sortir de la salle d'audience. Écoutez, je ne veux pas trop rentrer dans le dossier. Je dois quand même indiquer que les confrères qui sont en situation en ce moment bénéficient de la présomption d'innocence. Ça, il faut le dire. Non, moi je parle de ceux qui sont venus, je ne parle pas des, et puis, enfin, des présumés, quoi. Je veux déjà indiquer que ceux qui sont en détention bénéficient de la présomption d'innocence. Donc, leur culpabilité n'a pas été établie par une juridiction. Pour ceux qui sont venus, c'est une bonne chose qu'on soit venu assister les confrères en détresse. Ça montre qu'il y a l'esprit de corps, qu'il y a une volonté de solidarité. C'est bien au sein du barreau. Maintenant, nous sommes avocats, mais nous ne prenons pas les décisions de justice. Il faut le dire, c'est les magistrats qui décident. Bon, on a présenté une demande et c'est le magistrat qui apprécie notre demande. Il n'a pas dit qu'il ne libérait pas, mais il a dit qu'il met la fin à délibérer pour une date postérieure. Ce que moi, je peux regretter, c'est qu'il n'est pas accédé tout de suite. Mais une fois que je regrette en tant qu'avocat,
quand je garde la tête sur les épaules, je dis que dit la loi et je me tais. Je suis souvent embarrassé de le dire, mais parfois je suis un peu froid. Et puis c'est comme ça. La loi dit que vous présentez une demande, ce juge qui apprécie, c'est son impérium. Il apprécie la demande. Il n'a pas dit qu'il la rejetait. Il a dit, je vais apprécier vos demandes et je me prononcerai le 25. Donc, c'est ce qu'il a dit. Bien, ce qui est regrettable, c'est qu'il envoie, il laisse des confrères dans cette situation. C'est la détention, qui est une mesure absolument provisoire. Je pense que je vais encourager les confrères qui sont dans cette situation d'être patients, parce que on n'en meurt pas. Il y en a qui y sont. C'est vrai, pour des avocats, c'est pas là où ils doivent y être. Les avocats, en principe, bénéficient de toutes les garanties de représentation. Lorsque vous consultez même la loi, en principe, un avocat, puisque le principe c'est la liberté, un avocat qui est le défenseur de la liberté, qui est le défenseur de la veuve et de l'orphelin, ne doit même pas s'y retrouver. Moi j'ai une pensée pour le confrère qui est président du Conseil constitutionnel. Je me demande comment il se sent. J'ai une pensée pour le ministre Mouno, le ministre Mouno. Parce que voyez-vous, ce sont des avocats qui doivent bien se dire que c'est leur métier, c'est leur vie quotidienne. Aujourd'hui, ils ont le décret. Mais quand ils n'ont plus le décret, ils vont venir et on sera ensemble dans les salles d'audience. Il faudrait bien qu'ensemble, on continue à plaider le dossier. Qu'ensemble, on défende les libertés. Et pour défendre les libertés, on ne peut pas être en détention. On ne peut pas être en détention pour défendre les libertés. Il est normal que lorsque des avocats se présentent et sollicitent ne serait-ce que la mise en liberté sous garant, et qu'il y ait 300 garants dans la salle, que ce qui serait juste. Mais je dis encore une fois, ça c'est une posture d'avocat. C'est-à-dire que ce que je dis, je parle pour les confrères. Donc, mais il y a la loi, elle est dure, mais c'est la loi. La loi dit que c'est le magistrat qui décide. Et c'est lui qui décidera. Nous verrons le 25, c'est qui décidera. Je ne veux pas insulter l'avenir. Je veux croire que le 25 mettra ses confrères en liberté. J'ajoute que le texte prévoit également que le ministre de la Justice peut demander l'arrêt des poursuites. Avant le 25? Bien sûr qu'il peut le faire à tout moment, la procédure. C'est l'article 64 du Code de procédure pénale. Donc les solutions peuvent venir de tous les côtés. Nous souhaitons que les solutions viennent, que nos confrères soient libérés le plus tôt possible. Okay. C'est notre vœu le plus cher, c'est le vœu de l'avocat que je suis, que les confrères soient en liberté, que nous puissions ensemble vaquer à nos occupations. Voyez-vous, je vais pas être aussi péremptoire que les autres, parce que déjà, moi, j'ai la peine à comprendre que M. le procureur général soit indexé dans ce cas. Je ne comprends pas pourquoi ce sont les magistrats qui sont le plus visés par la situation. Je ne comprends pas parce que moi, je pense que les confrères, au moment où les faits se sont déroulés, sont entre les mains de l'administration pénitentiaire. Parce que le mandat de détention provisoire, dit la loi, c'est l'ordre donné au régisseur de recevoir un détenu, un accusé, enfin, un accusé, un prévenu, un inculpé. Ou alors, en cas de crime ou délit flagrant. Donc, après l'audience, quand l'audience est terminée, c'est à lui d'assurer la sécurité des personnes qu'il a en tant que détenteur de ce mandat, de l'ordre reçu. Donc moi, je pense que c'est de ce côté peut-être qu'il faut chercher à voir si c'est lui qui a obtenu l'ordre d'exercer les mesures que nous regrettons. Et je dis encore une fois ces mesures exercées, nous les regrettons et nous pensons que ceux qui ont exercé ces mesures de violence à l'égard des confrères, comme à l'égard de n'importe quel citoyen, se sont trompés les destinataires, se sont trompés les républiques. C'est pas ce que le président de la République attend en ce moment. Lui, il veut une démocratie apaisée, il veut une république. Il va les sanctionner, hein? Écoutez, il ne m'appartient pas de le dire à sa place, il va sanctionner, c'est lui qui prend la décision, c'est pas moi. Et s'il prend les décisions, on avisera et puis on sera au courant. Et je veux dire aussi une chose, c'est que lorsqu'une mesure disciplinaire est parfois engagée contre les personnes qui sont dans ces situations, c'est pas souvent mis à la disposition du public. Les gens souffrent parfois dans leur vie. Et s'agissant justement de ce dossier, moi j'ai une pensée pour toutes les personnes qui interviennent. Je sais qu'il y en a qui souffrent là. Ils souffrent dans leur vie professionnelle parce qu'ils ont des rapports qui arrivent toutes les minutes. Il faut faire un rapport circonstancié sur ce qui s'est passé. Et je pense également à ces personnes qui sont en situation de détresse. Donc, ceci étant dit, surtout, je dois vous dire une chose. C'est une situation très embarrassante. Je souhaite vraiment que les confrères retrouvent leur liberté pour que la sérénité revienne autour de la justice, pour qu'on ne se regarde pas en chien de faïence, qu'on soit ensemble, qu'on continue à travailler pour le plus grand bien des justiciables
de nos clients, si vous voulez, des usagers de la justice. Et les usagers de la justice également, les avocats, les défendent, y compris ceux de l'administration pénitentiaire, les OPJ, les magistrats et tout le monde. Dès que chacun est en détresse, je pense que le premier réflexe, c'est de faire recours à l'avocat. Parce que c'est lui qui sait comment il peut initier une procédure, c'est lui qui peut vous conseiller, puisque très souvent, quand vous êtes dans une situation, la passion vous empêche parfois de voir les choses avec un peu de lucidité. Et je dis bien, suivez mon regard, les états de passion parfois conduisent à des comportements qui peuvent être regrettables. Voilà. Barista Tampou, Maître Téga m'a parlé de près de 300 garants hier. Je sais que vous faisiez partie. Est-ce que vous êtes un peu déçu, hein? On reconnaît tous que c'est le juge qui a le dernier mot. Vous êtes un peu déçu malgré tout ce que vous avez présenté comme garantie? Yes, Serge Alain, the Criminal Procedure Code was voted into law in 2005, and I think it was out of recurrent violations of citizens' rights that code was implemented. That code was removing us from an accusatorial system to an inquisitorial system, meaning that you are presumed innocent until proven guilty. That is, the principle is liberty, and your detention is the exception. So when lawyers are before, or when you have a case and you have to apply the Criminal Procedure Code, your application for bail should not be seen as if you were already guilty. In the present case at hand, the application for bail was presented to the court according to the provisions in the Criminal Procedure Code. And if you go by that code, with all the guarantees that were presented before the court, I think there was sufficient enough in the eyes of the judge to see that we are not in an accusatorial system. We are not there to restrict liberties, because the lawyers, the lawyers who were in the box, we presented all guarantees, even went as far as providing the moral state of the accused. Do you know that among those accused, there is a nursing mother whose child is just 10 years old? So all 10 months old. So all those parameters, morally, socially, tied with the principles of the law, it would have been justice if bail was granted, because it is of right. It shouldn't be, you should deprive somebody of his liberty when there are no other circumstances, or when he has committed a very serious crime. These people are prosecuted for felonies, so they benefit from that right. So there was no need. We are not, it's not because lawyers are concerned today that they should think that they are above the law. No, that is not Justement, ça, la question qui revient, c'est est-ce que vous êtes above the law? No, vous êtes that is not loi? what should be perceived. What should be perceived is that lawyers were in the dock, and according to the Criminal Procedure Code, they benefited from provisions in the Criminal Procedure Code. I think it's the poor application of the Criminal Procedure Code, or we are going far back from the objectives of the Criminal Procedure Code, because in the common law system, you understand that a person is presumed innocent until proven guilty, and bail stands as a right, not the contrary. So if we had gone by those principles, then it was but normal that colleagues should be on bail, because at any time that the justice system wants them, they will have been present. So there was no need to continue to keep them for several days, seeing even their status as lawyer. How do you think that those lawyers, when they come out from prison, how are they going to stand before the court and talk or defend other people? So to me, I think it wasn't proper that this lawyer should have been sent to jail when we have the Criminal Procedure Code that gives avenues to manage such cases and then for them to be on bail. Voilà. Maître Achille Ledjo, on reconnaît quand même que le juge peut aussi refuser. Oui, bien sûr, quand c'est refuser d'accorder la liberté, non? C'est son impérium. Voilà. C'est son impérium, mais seulement, je voudrais aborder la question sous un autre angle, oui. C'est-à-dire l'analyse qui voudrait qu'on voie cette affaire avant même d'arriver chez le juge. C'est ça le problème. Et c'est ça où le bas blesse.
Serge Alain, permettez que je vous dise que ma grand-mère me disait, le jour, c'est quand tu récoltes, quand tu es en saison de récolte, présente que tu te rends compte que, hey, l'année dernière était meilleure que celle-ci. Je voudrais demander aux confrères Maître Tekem si, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe au parquet général, il est même déjà allé là-bas, ce ne reste leur présenter ses civilités. Je ne sais pas si vous êtes au courant que depuis un certain temps, les procureurs de la République près des tribunaux d'instance ici, à Douala, sont des chefs sans pouvoir. Je continue en disant tout simplement que, mon cher Serge, vous avez l'habitude de m'inviter sous ma casquette politique. Aujourd'hui, vous m'invitez comme avocat et chaque fois que je suis sur un plateau de télévision, j'ai une obligation de vérité, d'information et d'éducation des masses, surtout ceux qui nous regardent. Alors, la vérité dans cette affaire, c'est que Maître Georges Tem dit que dit la loi. Allons-y, que dit la loi? Les chefs d'infraction retenus contre les confrères, nous ne voulons pas entrer dans le dossier. On ne veut même pas savoir s'ils ont raison ou pas. Les chefs d'infraction retenus contre les confrères, ce sont des délits. Que dit donc la loi? La loi dit que vous ne pouvez pas être mis dans une maison d'arrêt quand il s'agit d'un délit. Plus grave, lorsque vous présentez les garants de représentation, vous devez bénéficier de cette mise en liberté provisoire. Ça, c'est déjà devant le juge. Or, avant même, lors de l'enquête, lors des enquêtes, qui est le patron des enquêtes judiciaires dans la région du littoral? C'est le parquet général. Il faut qu'on se comprenne bien. Le patron des enquêtes judiciaires, c'est le procureur de la République, mais au-dessus de lui, il a le procureur général. Alors, vous êtes poursuivi pour XXX autre infraction, ce sont des délits. Déjà que quand l'officier de police judiciaire transmet le dossier au parquet, il vise déjà les articles qui réprimandent les infractions qu'il a retenues contre vous. Vous devez savoir que s'il faut respecter la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Même pas le magistrat, encore moins l'avocat. Nous tous, nous devons respecter la loi. Que dit la loi? En la matière, vous ne pouvez pas faire l'objet d'une détention si ce n'est pour un crime. Ce n'est pas un crime. Si c'était un crime, c'est le tribunal de grande instance qui devait être compétent. Actuellement, c'est le tribunal de première instance de Douala Bonanjo qui a été saisi de l'affaire. C'est un délit. Que dit la loi? Alors, vous comprenez, mon cher Serge, que toutes ces frustrations, c'était la goutte d'eau de trou qui justement a débordé le vase. Dans les unités de gendarmerie, quand vous partez assister un client et la loi est claire, vous l'assistez, c'est-à-dire vous vous assurez que ses droits sont respectés. Lorsque vous vous rendez compte que ces droits ne sont pas respectés et que vous dites à l'enquêteur, s'il vous plaît, là, c'est fini. Vous pouvez sortir de là avec vos habits ou alors votre travail à main. Ça s'est passé. Le barreau a saisi la chancellerie. Des instructions ont été données aux chefs d'unité de police et de gendarmerie de permettre aux avocats de mieux assister leurs clients dans des conditions acceptables et dans le cadre légal prévu en la matière. Mais on se rend compte que chaque jour, les avocats sont brimadés, violentés, et ça, on ne peut pas laisser passer. Et le comble dans tout ça, c'est que ces gens-là, allez regarder, n'est-ce pas, au barreau, allez regarder la liste des avocats. Vous allez voir combien de magistrats ont laissé pour venir être avocats. Puisque la loi est claire, après une certaine année, 10-15 ans, vous pouvez rentrer et venir juste, je veux dire, laisser votre ministère de juge et venir être avocat. Voilà votre futur collègue, on ne sait jamais. Voilà quelqu'un avec qui vous pouvez dormir dans la même maison. Vous donnez aujourd'hui les ordres de leur jeter les bombes lacrymogènes. Est-ce que vous savez
que les bombes, tellement les gars étaient ils tiraient dans tous les sens, que parce que nos robes, elles ont les grands manches là. Est-ce que vous savez que les bombes, une est entrée dans la robe du confrère dont la main est totalement desquamée, là, dépoutée. Et l'autre actuellement, le confrère des maîtres Ngefak, a si bien fait de le marteler. Le tympan est perforé les deux. Il y a les images de l'ORL. Tout à l'heure, avant de monter, avant de venir sur votre plateau, qu'est-ce qui peut justifier cette violence à l'égard de l'avocat, à l'égard de celui-là qui est même le garant du respect de cette loi-là? Si nous tous, nous démissionnons, je vous jure, c'est la barbarie, c'est l'état de nature qui va s'installer, puisqu'il n'y a plus personne pour faire le contre-pouvoir, pour faire le contre-poids. L'avocat n'est pas l'adversaire des officiers de police judiciaire. L'avocat n'est pas l'adversaire des magistrats. Pour les magistrats, nous sommes dans la même maison. Est-ce que vous avez déjà entendu séparer RIX avec les huissiers, avec les notaires? Même quand les huissiers sont dans la phase d'exécution, vous n'allez jamais comprendre pareil RIX. Pourquoi toujours avec les magistrats? Mais parce qu'ils ne réussissent pas jusqu'aujourd'hui à intégrer qu'ils sont des fonctionnaires. Ils n'attendent que leur pédienne qui vient de l'État du Cameroun. Alors que l'avocat, lui, il est de la profession libérale. Il n'attend pas un salaire mensuel. Et il peut arriver que sur une affaire, il se constitue pro bono, c'est-à-dire qu'il défend pour rien, mais il peut arriver aussi que sur une autre affaire, il s'en sorte correctement. Et c'est pourquoi vous allez voir, ces magistrats ont toujours des pincettes de jalousie. Je vais le dire. Parce que quand ils vont voir des magistrats, je veux dire les avocats sortis en 2015 ou 2018, ou les carreaux, ils vont dire, mais disons, les jeunes ici là, ils ont fait comment? On les attend ici là. Et je peux vous dire, la main sur le cœur, ce qui s'est passé hier, beaucoup de magistrats sont contents. Beaucoup de magistrats sont dans leur cabinet, sont très contents de ces violences. Mais demain, ils vont recourir vers le ministère de l'avocat pour défendre soit leur propre personne, soit l'un des membres de leur famille, soit l'une des connaissances. Bref, l'avocat, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour vanter la corporation. L'avocat, c'est un prince du palais. Vous allez partir, le prince doit rester. Vous allez être affecté, le prince doit rester. Vous allez aller en retraite, le prince doit rester. Il faut que cela soit clair. Maître et réagir. La suite. Non, écoutez, il m'a demandé, il m'a posé deux questions, je pense. Oui. Il a demandé si je suis au courant. Tu vous êtes déjà allé rencontrer... S'il est seulement allé présenter ses civilités au parquet, je parle. Pour question de changer le comportement qu'il affiche vis-à-vis de l'avocat qui entre seulement. Mais c'est pas ici qu'il faut venir dire certaines choses. Je vous avoue, je ne m'y suis pas encore rendu. Et la réalité, c'est que j'ai même tenté de le rencontrer une fois. On m'a dit que c'était tellement facile si je venais à 11h. Et qu'il recevait entre 11h et 12h. On ne l'a pas dit qu'il ne reçoit pas, M. Tegem. Non, on m'a dit qu'il... pas nos propos. Je dis bien, on m'a dit que c'était tellement facile de le rencontrer. Je ne l'ai pas fait. À partir de 11h. On m'a dit de venir à partir de 11h, entre 11h et 12h. C'est ce qui m'a été dit. Il faut pas vous répondre. Il a déjà eu à essuyer les sueurs de ce que je veux dire. Enfin, si vous me posez la question à moi, je vous réponds par rapport à ce qui m'a été dit, moi. Il y a des cas. Bon, maintenant, je dis exactement ce qui m'a été dit. Et vous avez dit tout à l'heure que les procureurs n'ont pas de pouvoir. Je ne comprends pas. Parce que moi, je pense que ce sont eux qui ont mis sous mandat de détention. Et deux, cet après-midi... Ne jouez pas au naïf, monsieur, mon cher. Ne jouez pas au naïf. Cet après-midi, j'étais dans une unité. On m'a dit effectivement que les procureurs ont maintenant même plus de pouvoir qu'avant. Mais c'est ce qui m'a été rapporté. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas en bagarre. On vous rapporte seulement, hein, nous vivons les faits. Moi, je ne suis pas en bagarre. J'étais dans une unité. C'est un officier de police judiciaire qui m'a dit qu'actuellement, les magistrats du parquet ont des pouvoirs dans la ville de Douala. Et ils m'ont même dit qu'avant, ce n'était pas ainsi. Enfin, celui qui me l'a dit m'a dit qu'avant, ce n'était pas ainsi. Bien maintenant, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas en bagarre et je ne suis pas en train de vouloir disculper qui que ce soit. Je vous ai dit, et je maintiens
à haute et intelligible voix. Je suis moins péremptoire que vous. 1. Les violences au Cameroun, c'est prohibé par les textes de loi. 2. Il n'y a pas de raison objective qu'un avocat soit en détention dans une unité. Parce que pour moi, un avocat a une résidence connue, il a les facilités de représentation, il a des confrères qui peuvent le représenter, il a un minimum de garantie qu'il offre. Parce qu'en réalité, la détention est une mesure qui est prise pour des raisons bien précises compte tenu des dispositions des articles, je crois, 218 et 219 du Code de procédure pénale. Et bien que j'ai fini de le dire, j'insiste dessus, c'est le texte de loi qui le dit, mais il y a quelqu'un qui prend la décision. Et c'est son impérium. Excusez-moi. C'est avant d'arriver devant le juge. Excusez-moi. Excusez-moi. Je dis sur la décision de mise en liberté. Il y a quelqu'un qui prend la décision. C'est bien le président du tribunal. Et pour terminer sur le sujet, j'ai fait observer que c'est à l'administration pénitentiaire qu'il faut s'adresser, parce qu'il vous souvient que lorsque les événements se sont déroulés hier, l'audience était terminée. Ça veut dire que le président n'assurait plus la police d'audience et les personnes détenues étaient sous le contrôle du régisseur de la prison de Douala. C'est pourquoi moi j'ai pensé que ni le magistrat qui présidait l'audience, ni le procureur qui n'était pas celui qui avait reçu l'ordre de recevoir les détenus, n'est responsable de ce qui s'est produit là-bas. Ça, c'est ma compréhension. Ok. D'abord, Barista Tamfou. Oui, je vais... Ouais. Mais bon, allez-y donc d'abord, maître. Allez-y donc. Oui. Saint-Jalin, ce que je vais dire, je ne veux pas rentrer dans une guerre entre avocats et magistrats. Ce n'est pas l'objet de la soirée. Oui. Et puis je crois que nous sommes loin. On parle de violence. Nous sommes loin d'épuiser ce vieux contentieux. Ce que je vais dire, c'est que ce que le magistrat a fait, la loi lui donne les pleins pouvoirs pour le faire. Ce pouvoir est scindé en deux. Ce pouvoir est scindé en deux. Il y a la loi et sa conscience. Il a utilisé la loi, il a mis l'affaire en délibéré. Ce que nous n'avons pas pu gagner chez lui en tant qu'avocat, nous n'avons pas pu manipuler sa conscience. La loi lui donnait 15 jours. Nous n'avons pas pu gagner 2 jours, ni 3, ni 4, ni 5. Il a utilisé le maximum. C'est-à-dire, si la loi avait dit 20 jours, il aurait dit dans 20 jours. Moi, je suis un peu de la vieille école. J'ai lu un philosophe qui a utilisé Pangloss pour faire passer un message. Toutes les fois qu'il t'arrive un malheur, cherche d'abord en toi-même la cause première de ton échec. Pourquoi moi, l'avocat, je n'ai pas pu manipuler la conscience de l'avocat, du magistrat hier? Je dois me mettre en question. Cela ne veut pas dire que je tolère ce que le magistrat fait. Je l'ai déjà dit, il faut des états généraux. Ceci dit, lorsque je l'aurais dit, vous constaterez, Saint-Jalin, que au Cameroun, la personne sanctionnée doublement, c'est l'avocat. Ne croyez pas que la sanction que le juge pénal peut infliger à l'avocat est la sanction suprême. Non. La sanction du juge pénal, ce n'est qu'une preuve que le vrai juge de l'avocat utilisera, qui s'appelle le conseil de l'ordre. Donc, mettre un avocat en prison, ça ne lui enlève rien. S'il ressort blanchi, il sait ce qu'il faut faire. Mais s'il est coupable, c'est la vraie mort qui se signale en ce moment, parce que c'est en ce moment que son vrai tribunal commence. Or, le magistrat le sait. Il donne seulement l'impression, à travers la manipulation de son impérium, qu'il est le tout-puissant sur cet avocat. Non, il n'est pas le tout-puissant. C'est pourquoi nous disons, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et chacun devrait reconnaître sa part de faute pour qu'on avance. Voilà. Sa part de faute, en une phrase, sa part de faute, c'est qu'il faudrait que, moi je pense que nous devons faire un effort, chacun à son niveau,
de nous former pour respecter les règles. Ok. Barista, rapidement. Yes, like I said, there is nothing that can justify violence on lawyers. And what happened yesterday at the Court of First Instance should be condemned to the highest peak. Okay. No matter what could be the motivations behind. The court yard or the courtroom remains a sacred sanctuary. So where you don't need to see people holding guns or tear gassing lawyers. Ok, merci. On se retrouve après le journal parce qu'il est déjà là. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de cette scène rocambolesque découverte à Douala, des élèves qui désertent les campus scolaires pour se retrouver dans des maisons de fortune, pour tourner des scènes pornographiques et consommer de l'alcool. Ils ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Certains, notamment des jeunes femmes, certaines d'entre elles, ces fillettes ont été placées sous soins intensifs après ces actes obscènes. Nous en parlerons dans une enquête à suivre dans le journal de 20h. Nous vous évoquerons également la difficulté que rencontrent de nombreuses familles à régler les factures après l'accouchement de leurs enfants. Une mère ayant mis au monde des bébés siamois a été séquestrée dans un hôpital public à Yaoundé au point qu'elle n'a pas pu avoir accès à ses enfants décédés avant leur inhumation. La famille crie sa colère et supplie l'hôpital qui n'entend pas céder face à une facture impayée élevée à environ 194 000 francs CFA. Et dans le journal de 20h, nous parlerons de la dette publique du Cameroun. Elle s'élève à 10 000, près de 10 000 milliards de francs CFA, et la Sonara enregistre la dette la plus importante des entreprises publiques dans le pays. Nous évoquerons cette ouverture du dialogue entre Ouattara et Henri Konan Bédié, annoncé par le président de la Côte d'Ivoire, réélu il y a quelques semaines. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve dans une trentaine de minutes environ pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Dans quelques instants, le 20h le plus attendu par tous, le 20h de Cédric Noufélé. 3 enfants sur 5 souffrent de caries dentaires. Se brosser avec le dentifrice Signal enlève les bactéries et répare les petits trous dans les dents avant qu'ils ne deviennent des caries. Parce que chaque sourire compte. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Maître Augustin Gueffak, Maître Georges Tegem, Barista Tamfouri Chan et Maître Achille Lejo. Maître Achille Lejo, il y a un téléspectateur qui veut comprendre que est-ce que les avocats ont le droit de s'opposer à une décision en pleine salle d'audience? Je pense que j'ai eu à le dire, nul n'est au-dessus de la loi. Même pas les magistrats, encore moins les avocats. Tout ce que l'avocat veut, c'est que la loi soit respectée, c'est tout. Pourquoi elles ont donc resté hier en pleine salle? Est-ce que si les avocats étaient partis après que l'affaire ait été mise en délibéré pour le 25 novembre, on aurait fait appel aux forces de maintien de l'ordre? Je vais vous dire, Serge Alain, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Rien, je dis encore rien, n'interdisait ou n'empêchait le juge audiencier de se prononcer sur le siège. D'un. De deux. Le barreau est un corps qui est organisé par la loi. Les magistrats, tout comme les avocats, sortent du même moule. Et nous pensons que cette façon de traiter les avocats, c'était à dessein. Mépriser ce corps d'élite que nous disons non. La loi ne doit pas être brandie seulement quand il s'agit d'interpeller l'avocat.
la loi doit être brandie et respectée lorsque le magistrat, dans le confort de son cabinet, face à la loi et sa conscience, doit aussi respecter ce que dit la loi. Je vous ai dit tout à l'heure que quand vous lisez le 218 de notre code de procédure pénale, un très bel enfant, vous vous rendez compte que pour tout délit, la liberté c'est le principe. Alors, le parquetier ayant failli, d'office même, le juge du siège, le magistrat du siège, devrait recadrer, devrait faire ce recadrage en mettant en liberté ses confrères. Le code de procédure pénale est clair. La détention est l'exception. Le principe, c'est la liberté. Surtout lorsqu'on est en matière de délit. Il faut que ce soit clair. Il ne s'agit pas de l'avocat. L'avocat se bat pour avoir les outils devant lui permettre de mieux défendre le citoyen demain. Si l'avocat lui-même ne peut pas faire respecter la loi pour son propre cas, pensez-vous à bon ton qu'il pourra le faire lorsqu'il sera constitué dans une cause? Voilà toute la question. Nous pensons tout simplement que les magistrats doivent sincèrement comprendre que ça ne sert à rien de jeter le discrédit sur un corps d'élite comme le barreau. Nous sommes tous issus de la même formation. Nous sommes nés des enfants nous sommes nés de la même maman. Je ne demande pas de faire des faveurs. L'avocat n'est pas l'exception dans la société, non. Respectons juste ce que le législateur pénal a prévu et vous verrez que tout ira mieux. Pourquoi les avocats, et je reprends cette interrogation, pourquoi les avocats n'ont pas maille à partir avec les autres corps d'élite moulés dans le même fourgon, à savoir les huissiers, les notaires et autres? Pourquoi la fronde doit toujours s'observer avec les magistrats? Sincèrement, que la sérénité revienne dans la maison, surtout que les actions fortes soient prises par nos instances ordinaires. Voilà, barista, on parle de près de 300 garants hier au début Bonanjo. Le juge a déjà décidé de mettre l'affaire délibérée pour le 25 novembre. Mais vous décidez de rester en salle. L'objectif, c'était quoi? Well, the decision to stay in court, that is not how it should be perceived. Oui. The other colleague told you that the judge, after putting the matter for the 25th, of November. came back, meaning that he was coming to maybe retake another position. But as he came back, he got annoyed and he left. So meaning that we were still waiting on the judge to react. And when you look at what happened or what transpired critically, you see that the only sole objective was to ridiculize, to make ridicule the lawyer. It has reached a point that when you go to the police, they want to ridicule the lawyer. They want to make the lawyer feel that they are the one in command. They arrest you and they decide. You, the lawyer, you have nothing to say. So that is exactly the problem. You are being ridiculed. You are being ridiculed at the level of the police. You are being ridiculed at the level of the court, and that was the image that the presiding judge was sending. That you people are lawyers. You claim to defend human rights or rights of citizens, but I am the one who decides. That is exactly. And when you see the proportion of force that was used, is just to tell you that we are in a state of terrorism. That is what we call state terrorism. In a state of law, lawyers are respected. But what we are living is a disrespect of the law, as if we are in a lawless state.
what is the essence of ridicularizing lawyers? What do we want to prove that, okay, if lawyers are not actors of the society, then it's better they stroke out the professions of lawyers. Let them stroke it out, and then we'll now know that, okay, when litigants have issues, they go directly and discuss with the magistrate. They exchange what they have to exchange. When you are arrested, go to the police. I think it was a whole organized setup to humiliate the lawyer. That is why I give a summary from what happened. It is not like the lawyers opposed. Lawyers respect the law. And even if they had to, they were in contempt of the decision of the judge. It didn't cost anything for the law enforcement officers to stay maybe outside and observe whether the lawyers will stay there in court forever. They would have been there maybe for a while, and then they get tired, and then they will now come and they take the accused. Their reaction was to impose state terrorism, to tell you that we can arrest you, we can send you to jail. Lawyers mean nothing to the society. That was the message. Peut-être qu'il y avait trouble à l'ordre public. Lawyers were unarmed. Oui. We only had our wigs are gone. Why then firing tear gases? Why shooting at lawyers? People who have no other, were not armed. So I think it was a humiliation to humiliate lawyers in the Cameroon bar. In other countries, we see how lawyers are respected. And the image we have of Cameroon today is because the lawyer has no place. People perceive that in Cameroon there is no justice, because with what transpired in court, what type of justice can come out from that case? Nothing. So the state continued to impose its terror on the citizens and on the lawyers, even in their courts. Voilà. Maître Jortigem, vous pensez que l'avocat a été humilié hier à Boulanger? Je vous avoue que je ne suis pas loin de le penser. Mais j'insiste toujours, et peut-être qu'il faut que je fasse bien la précision, je ne voudrais pas commenter la procédure pendante en elle-même, parce que je ne veux pas rentrer dans une procédure. Nous sur la violence. Voilà, il faut que... Comment si l'avocat a été humilié hier à Boulanger? Je trouve que l'institution, le barreau, a été suffisamment humilié. Oui. Mais je le dis encore une fois, que je ne serai pas aussi péremptoire que les autres. Lorsque l'on va jusqu'à rechercher la responsabilité au niveau de l'État, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est un problème de formation des personnes qui sont chargées du maintien de l'ordre. Parce qu'un avocat est en... Ils n'ont pas agi sur ordre, Maître Tegem? Je suis presque certain que donner l'ordre de brutaliser les avocats, ça m'étonnerait. Je pense que pour des raisons de sécurité... Disperser, je crois, non? C'est le terme. Pour des raisons de sécurité, ces officiers de police étaient là. Mais je ne pense pas qu'un avocat dans une salle d'audience représente un danger. Même à la fin de l'audience, un avocat peut être dépité. Un avocat peut... D'ailleurs, les règles même prévoient qu'à l'issue d'un procès, on ne s'adresse pas à l'avocat n'importe comment. Donc, un avocat peut être dépité, étonné, il reste debout. Oui. Donc, on peut comprendre qu'hier, c'était peut-être l'attitude que les avocats ont eue. Oui. C'est-à-dire que, parce que, en principe, quand le juge a déjà levé l'audience, l'avocat n'a plus à rester là. S'il est resté, c'est peut-être parce que étonné, et pour le nombre d'avocats qui avaient ce jour en salle, étonnés, ils sont peut-être restés dans la salle. C'est pourquoi je dis, c'était pas l'effet d'audience, c'était l'effet d'après audience. Et je dis encore une fois que ces faits-là ne relèvent pas de la compétence de ceux qu'on veut beaucoup indexer. Parce que celui qui veille sur la sécurité des détenus, c'est le régisseur de la prison. C'est lui qui est chargé de transporter les détenus jusqu'à la salle d'audience et de les ramener à la prison. Bon, moi, ce que j'ai dit, c'est que je pense qu'il y a un problème de formation de la part de tous les acteurs, il y a un problème d'éducation, un problème de compréhension, et je pense que ceux qui étaient en charge de la sécurité à cette occasion ont peut-être mal apprécié. Parce que moi je pense honnêtement que si on avait donné le temps aux avocats, ils auraient libéré le palais de justice. Je pense honnêtement que si on avait donné le temps aux avocats, ils auraient libéré. Parce qu'un avocat d'abord,
il est en veste-cravate, le soir, il a passé la journée là, parce que les gens sont venus le matin pour cette audience. Et l'audience a eu lieu l'après-midi. Donc il y en a qui ont passé la journée au palais. Parce que hier, j'y étais, j'avais un dossier d'annonce à la tenante. Donc il y en a qui ont passé la journée, le soir forcément, avec la fatigue. Et les groupes même qui se constituent après une telle décision, entre les acteurs de la justice, des groupes peuvent se constituer. À partir du moment où le juge en charge de l'affaire avait libéré la salle d'audience, que le parquet était parti et qu'il ne restait que des détenus, il me semble que les personnes en charge de la sécurité devaient simplement se rassurer de ce que, avec le temps, la salle devait se libérer et les détenus devaient rentrer là où ils devaient être, où le juge a voulu qu'ils soient. Donc moi je pense que dans cette affaire, je continue à le dire, oui, le barreau a été humilié parce que c'est pas normal que les avocats soient ainsi bastonnés. Et je rappelle encore que moi je sais pas si j'étais à la place du ministre au moment où je ne le suis pas, c'est sa place, chacun a sa place. Je me dis qu'il doit être très embêté. Et parce qu'il est avocat d'abord. Mais monsieur, chacun a son métier. Quand le président de la République a fait partie, monsieur Ngango, du gouvernement, il lui a dit tu es enseignant, il est rentré enseignant à l'université. Ils sont nombreux. Et Joseph Ouna, ils sont enseignants. C'est leur métier. Lorsque vous faites une carte de visite, vous n'écrivez pas métier ministre. Quand vous faites votre carte de visite, métier journaliste, professeur, avocat, médecin. C'est ça le métier. Donc le jour où vous n'êtes plus membre du gouvernement, le jour où vous n'êtes plus là, vous rentrez dans votre profession. Et je ne le souhaite pas. Il peut rester là-bas autant qu'il voudra, mais nous avons eu déjà un avocat qui était au gouvernement. Après le gouvernement, on était au palais de justice. C'était pas la guerre. Il était dans son métier. Les avocats méritent un minimum de respect. Ça, je dois le dire avec la dernière énergie. Et mais je dis encore une fois, ce respect, oui, les avocats le méritent, mais il faudrait que chacun d'entre nous joue sa partition dans le respect des règles, le respect des procédures. Voilà. Maître Augustin Gueffak, je reviens toujours sur cette correspondante de Maître Assira qui demande qu'est-ce qui peut bien se passer dans son pays pour qu'on en arrive à ce stade de banalisation de la violence. Oui, Pour lui, on banalise la violence. Pour reprendre et simplifier et résumer mon distingué confrère aîné, Maître Assira, pour qui nous avons beaucoup de respect, il a posé la première question, chercher à comprendre. Lorsque c'était les avocats anglophones, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait dit que c'était des hors-la-loi. C'est le justificatif. Lorsque c'était la consoeur Ndoki, Maître Assira a dit, le ministre, pour se justifier, avait dit que c'était un parti politique. Aujourd'hui, les avocats étaient dans la salle d'audience. En face d'eux, le magistrat. Les gendarmes et les policiers sont entrés. Gaz lacrymogène, coups de feu, bagarre, ainsi de suite. Qu'est-ce que le garde des Sceaux dit? Quel est le justificatif qu'il peut donner? Parce que, la loi interdit les gendarmes d'accéder aux audiences civiles, aux audiences correctionnelles. C'est interdit. Il n'avait aucun élément pour se retrouver. Alors, qu'est-ce qui a autorisé le procureur de la République? Parce que les gendarmes ne pouvaient pas, des chefs d'autorité, se retrouver là. Qu'est-ce qui a permis au procureur général, au procureur de la République, de demander aux forces de l'ordre de sauter sur les avocats dans la salle d'audience? Pourquoi le ministre de la Justice, pourquoi la justice a perdu tous ses pouvoirs pour les transférer entre les mains de la police, pour les transférer entre les mains de la gendarmerie? C'est ce que nous attendons. C'est pour nous disons, lorsque la violence est banalisée à ce niveau, il n'y a plus un état de droit, fut-il en construction. La République est à terre. Alors, lorsque les avocats, ou bien lorsque le barreau est ainsi humilié, ne perdez pas de vue, c'est la justice qui prend un coup. Si les avocats abandonnent, les magistrats ne feront pas l'affaire. Si nous accouchons la robe demain, c'est terminé. Ils vont faire la cour.
Alors pourquoi est-ce qu'ils ont laissé faire? Ce que nous disons pour nous, c'est qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a un malaise. Et puis si on veut revenir pour bien comprendre, hier, lorsque ce juge a mis la cause en délibéré pour le 15, pour le 25, pardon, nous qui avons plaidé, chacun est rentré. Hein. Presque la salle était, la cour était déjà vide. C'est les promotionnaires des concernés qui, normalement, dans l'émotion, étaient là pour les accompagner, tel que le confrère Tegem vient de le dire. Quelle qu'en soit l'heure, ils devaient finalement, moralement, désarmer et laisser qu'on les accompagne. Donc, naturellement, les gendarmes, les policiers devraient plutôt les encadrer. Ils devraient les encadrer. Or, ils sont venus avec l'ordre d'utiliser tous les moyens pour les humilier. Où nous disons scandale. Ça, c'est à condamner. 2. Nous avons compris que ce magistrat, ou bien la magistrature, hier, a exprimé un sentiment de mépris. Parce que, voyez-vous, le juge qui met la cause en délibéré, il lève l'audience. C'est son impérium, c'est son autorité. Personne ne lui conteste. Les avocats rentrent. Certains courageux restent. Mais la représentante du bâtonnier prend sur elle l'entre-gens d'aller négocier le rabattement du délibéré. C'est ce qu'elle a fait. Elle a obtenu le rabattement du délibéré. Le juge revient en salle, fait revenir le procureur de la République. Ça veut dire qu'on reprend les débats. Ce qui est choquant, c'est que le juge vient imposer la conduite. Ça veut dire qu'il a déjà une décision. Parce que c'est ça qu'il faut retenir. Lorsque le juge revient, il vient imposer la conduite. Je viens vous dire que si je m'assois, c'est pour que vous plaidiez le dossier au fond. Sous-entendu, j'ai rejeté déjà votre demande de mise en liberté. C'est ce qu'il faut comprendre. Personne n'est dupe. Il n'était pas le plus intelligent de la salle. Il s'adressait à ceux qui comprennent. Moi, par exemple, j'étais déjà parti. C'est les confrères qui ont dit, celui qui a plaidé le dossier. Revenez. Parce que le juge est revenu à un bon sentiment. Il nous a compris. Il a demandé de rouvrir le débat. Peut-être il y a d'autres éléments d'appréciation que voir. Mais nous arrivons, on ne toque plutôt non. Si on ouvre les débats, c'est pour qu'on aille au fond. Alors, c'est lui qui a provoqué. Et quand il provoque, ça veut dire qu'il a reçu des ordres. Quand il reçoit des ordres, ça veut dire que ce qui s'est passé a été prémédité par l'administration judiciaire. Et c'est ce qui est intolérable à l'égard des avocats. Voilà, merci. Rapidement, on va sortir de l'émission, 30 secondes. Bon, merci. Qu'est-ce qu'on retient donc? On retient tout simplement que le barreau doit agir, le barreau se doit d'être une corporation forte pour la défense des droits et des libertés. Voilà. Maître Tegem, vous dites qu'on peut arrêter, le ministre peut arrêter avant le 25? Je continue toujours à dire que nous devons continuer à nous former les uns les autres, chacun dans son métier pour améliorer la qualité du travail rendu dans l'intérêt de notre pays. Moi, j'ai vu une prise d'otage de Neuilly. Oui. En 1993, j'ai vu comment la police française a géré un forcené qui avait pris des enfants. On l'a laissé se fatiguer et après le bataillon du RET est intervenu. Je pense qu'on aurait pu hier s'inspirer de ce modèle, laisser les avocats se fatiguer et rentrer chez eux. Voilà. Yes, the Cameroon bar is put before its responsibility to restore the dignity of the lawyer in Cameroon. I expect that a strong message from the Cameroon bar should be able to come out so that lawyers feel respected in Cameroon, because in a state of law, lawyers are respected. I expect the Cameroon bar to do everything possible within its powers so that the lawyer's dignity should be restored. Voilà. Merci. Merci, cher, je n'ai pas dit cher confrère. Merci aux avocats au barreau du Cameroun, Maître Tegem, barista Tamfou, Maître Lejo, Maître Ngefa, toujours présent. Oui, c'est Jalin, ce que je peux implorer ou bien peux supplier, c'est que nous avons perdu notre bâtonnier. Oui. Le barreau va vouloir à l'image de la République. Nous pouvons utiliser ce cas pour nous réconcilier. Autour d'un deuil, on peut tous se ressouder. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes... Oui, allez-y, ok. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro équinoxois. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h, 13h, heure de Windsor. Nous sommes au Canada. Madame, monsieur, demain c'est un autre rendez-vous. Bonsoir.
Newton Aéroport, Collège Posam. Le véritable savon de Marseille, la force hydratante, l'onctuosité de la mousse, la